Merci. Nous assistons en ce moment à des affrontements dans le sud de l'Irak, dans la province de Maïzan, selon les rapports. En ce moment, des tirs sont échangés, au moins avec de l'artillerie. Ils affirment également qu'il y a eu des mouvements militaires. Nous resterons attentifs. Plus tard dans la soirée, en son temps, nous commenterons ce sujet. Cela pourrait déjà être une escalade en cours dans cette région du monde. Mais il est également affirmé que l'escalade pourrait avoir lieu. Ce serait au Liban avec Israël. Passons aux détails de ce qui a été rapporté aujourd'hui. Et en effet, cette publication de la part de la FDI, des forces de défense israéliennes elles-mêmes, montrerait 5 divisions des FDI avançant à travers le sud du Liban avec un large soutien de feu terrestre et aérien. La 98e division a achevé son encerclement à Bin Yebeil, l'un des bastions les plus importants du Hezbollah dans le sud du Liban. Au cours des combats, la brigade Ibati a forcé les membres de la force Radwan à rendre leurs armes sur ordre du chef d'état-major des FDI. Toute la zone au sud du fleuve Litani deviendra une zone de destruction du Hezbollah. Voilà les avancées qui sont en train de se produire en ce moment dans la région. En entrant dans les détails, en abordant la question de ce que l'on sait de ces attaques, nous sommes ici sur Google Maps. Allons dans le détail. Cette zone, comme vous le voyez, est là où ces mouvements se produisent. Allons dans les détails de ce qui a été rapporté, mais cela semblerait être une escalade des FDI, qui avancent avec force, ils assurent que c'est brutal dans le sud du Liban. Et en fait, le mouvement contre ce groupe radical appelé Hezbollah a été décisif depuis déjà plusieurs semaines. 5 divisions de la force de défense avancent simultanément dans le sud du Liban, ce qui indique une opération de grande envergure coordonnée avec des objectifs stratégiques. Le déploiement inclut un déluge de tirs terrestres et aériens. Ils indiquent qu'il ne s'agit pas d'incursions ponctuelles, mais d'une offensive soutenue. La 98e division de la FDI a réussi à compléter l'encerclement à Benjveil. Ceci est considéré comme un bastion symbolique dans les opérations du Hezbollah, d'après ce que l'on sait. En regardant ici sur la carte, la zone la plus proche, disons dans cette zone. Au nord, non pas du nord d'Israël, mais disons vers ce qui est le sud du Liban. Ils ont souligné que Benjveil ne serait pas n'importe quel point, mais qu'historiquement, cela a été une zone, un noyau de résistance et beaucoup de propagande du Hezbollah depuis des années. Ils assurent que cet endroit a une grande valeur symbolique, une grande valeur politique, mais aussi une grande valeur militaire, selon ce qu'ils disent. Pendant les combats, la brigade Ibati a réussi à forcer un groupe de membres de la force Radwan à se rendre. Cela représenterait, selon eux, un coup direct porté aux capacités d'élite. Ce groupe Radwan serait l'un des groupes d'élite du Hezbollah qui opèrent dans la région depuis un certain temps et qui ont été difficiles à gérer. Le régiment s'appelle Al-Ajig Radwan, également écrit Radwan ou Ridwan, c'est ainsi qu'ils l'écrivent aussi. Cette unité, affirme-t-il, est une unité d'élite de forces opérationnelles spécialisées. De la part de l'organisation chiite Hezbollah, une organisation qui opère depuis un certain temps grâce au parrainage iranien par l'intermédiaire des ayatollahs eux-mêmes. Ce point-là jusqu'au fleuve Litani serait la ligne, disons la ligne rouge, que demande Israël. Ce groupe ne doit pas la franchir. Allons à la carte pour voir exactement où se trouve ce fleuve Litani. C'est un fleuve qui sert en quelque sorte de repère. Voici le fleuve. Regardons-le à l'écran. Approchons-nous un peu. C'est la zone du fleuve. Toute cette zone, c'est le Litani. Honnêtement, je n'arrive pas à le voir. Il doit être par ici. Ici, il est indiqué que c'est la rivière Litani. À l'intérieur, on doit s'éloigner un peu, mais ça donne à peu près l'idée. Honnêtement, je n'arrive pas à le voir. Ce n'est apparemment pas une grande rivière, du moins pas ici. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est à peu près à la frontière avec Israël, dans la zone la plus proche. On va mettre une limite plus nette, là où c'est beaucoup plus clair. Comme ça, on voit mieux. Voilà. Si on regarde, voilà la rivière. Maintenant, on la voit bien. C'est la rivière. Oui.
Maintenant, voici la zone où il vous demande de ne pas traverser, de ne pas vous approcher. La zone la plus proche d'Israël se trouve à environ 30 km vers la frontière avec Israël. C'est ce qu'on voit ici. Ce point rouge que vous voyez là, c'est essentiellement vers là qu'ils avancent. Cela deviendrait une zone, disons, une sorte de ceinture de sécurité que tente de mettre en place la FDI. La déclaration implique une possible occupation. Ils assurent qu'elle serait temporaire ou un contrôle militaire intensif dans le sud du Liban jusqu'à ce que l'armée libanaise. Attention, regardez, l'idée est que l'armée libanaise contrôle la zone, que l'armée libanaise contrôle tout cela, et qu'ensuite Israël puisse se retirer. En attendant, ceux qui contrôlent ici ne sont ni l'armée libanaise ni l'armée israélienne, mais c'est le Hezbollah. Maintenant, Israël va essayer de contrôler toute la zone. La déclaration implique une possible occupation temporaire. L'idée dans cette zone, c'est de contrôler la région en gros d'un côté à l'autre, non? C'est-à-dire, on va suivre la ligne du Litani ou du fleuve Litani, ce serait une sorte de zone géographique de référence pour dire, bon, voilà, c'est la région qui va être attaquée, en gros, non? S'il la dépasse, la pression internationale augmente aussi, non? Cela en partant de l'idée que les choses se calment dans cette zone. Je vous demande, pensez-vous que la guerre contre l'Iran mettra fin au cessez-le-feu? Que doivent en faire les Iraniens face aux États-Unis? C'était bien l'avertissement qu'ils avaient en donné, non? C'est-à-dire, au niveau humanitaire, il y a un exode. Ce n'est pas la partie la plus difficile. Plus d'1 million de Libanais ont dû partir vers le nord du Liban parce qu'ils ne veulent pas se retrouver au milieu de la guerre, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, au sud, il y a les civils israéliens qui ont également dû partir vivre vers le sud d'Israël ou vers le centre d'Israël. Beaucoup d'entre eux, car le Hezbollah attaque souvent cette région. C'est donc une zone conflictuelle, non? Que se passe-t-il d'autre dans la région? Eh bien, en termes stratégiques, Israël chercherait essentiellement à se positionner, n'est-ce pas? Profitant du fait qu'ils vivent un moment de conflit et que Donald Trump a clairement été un allié très proche de Netanyahou. Il en profite et essaie de faire d'une pierre 2, 3, voire 4 coups en même temps. Les circonstances, du moins pour Netanyahou, ont été idéales dans le sens où la pression exercée par Donald Trump sur la question Einstein et sur d'autres domaines est sujet controversé. Cela l'a mené au conflit, cela l'a poussé à s'impliquer là-dedans afin d'échapper aux pressions politiques internes là-bas. Évidemment, aucun type d'attaque n'est lancé contre l'Iran. C'est ce qui a poussé l'Europe à réagir ainsi. Ils disent « Tu sais que tu ne peux pas attaquer sans avoir été attaqué. » C'est qu'ils allaient m'attaquer. Eh bien oui, mais ils ne t'ont pas attaqué. C'est que même la guerre avec Gaza, eh bien tant que l'attaque complète, l'attaque du 7 octobre n'a pas eu lieu, Israël ne se présente pas et ne lance pas une attaque non plus. Des conséquences bien trop terribles, surtout pour les civils. Mais cela a déjà pu être largement documenté. Tout l'effet que cela a eu sur Gaza, et bien sur ce qu'il reste de Gaza en gros. En termes stratégiques, cela complique aussi la vie de Donald Trump parce que s'il veut sortir du conflit, il se retrouve avec une situation, une patate chaude pour ainsi dire, dans cette région. L'Iran a plusieurs fois affirmé qu'il ne négociera qu'après un cessez-le-feu au Liban. Abordons maintenant d'autres sujets importants sur l'actualité mondiale. Non. Remarquez qu'on a détecté 6 espions qui auraient, transmis des informations à la Chine là-bas à Taïwan. 6 militaires ont été condamnés pour avoir divulgué des informations sensibles, aggravant la tension avec la Chine. Et en fait, l'espionnage et l'infiltration ne concernent plus seulement les civils ou même les politiciens, mais l'avertissement, c'est que cette fuite a touché les militaires. C'est la partie qui inquiète le plus.
S'ils infiltrent des militaires en ce moment, cela pourrait évidemment être dangereux. Surtout en pensant qu'à un moment donné, si une invasion ou la prise totale de Taïwan est envisagée depuis Taïwan. Eh bien, si au moins une partie des militaires venait à être contrôlée, ce serait dangereux dans ce sens-là. Le tribunal supérieur a condamné 6 militaires en service actif et d'autres, même à la retraite, pour espionnage. Les peines vont de 4 ans et demi à 8 ans et demi de prison, ce qui montre que les affaires au sein de la sécurité nationale taïwanaise deviennent de plus en plus complexes, surtout en ce qui concerne la question de l'information. 5 des accusés ont créé des réseaux d'organisation d'espionnage à l'intérieur même du territoire taïwanais, violant directement la loi sur la sécurité nationale. Un 6e impliqué a également été condamné spécifiquement pour avoir révélé des secrets, ce qui indique que les fuites concrètes de renseignements sensibles deviennent de plus en plus graves. L'affaire a commencé en 2024, lorsque les mêmes autorités ont détecté une opération dirigée par un citoyen chinois. Celui-ci a déjà été accusé d'agir sous les ordres de l'armée chinoise, c'est-à-dire qu'il avait reçu l'ordre de l'armée chinoise de s'infiltrer dans les forces armées. L'un des points les plus alarmants est qu'on a tenté de convaincre les militaires de ne pas résister en cas de guerre. L'idée était que ces groupes, s'il devait y avoir une invasion, ne fassent absolument rien. Ce serait le premier cas en 10 dernières années où une infiltration directe des services de renseignement chinois opérant physiquement à Taïwan a été détectée. Le président William Lai, le président taïwanais, a averti que la Chine agit comme une force extérieure hostile et que des mesures contre l'infiltration seront de plus en plus étendues. Ce scandale n'est pas seulement judiciaire, mais ils assurent qu'il est stratégique et qu'il renforce le récit d'une guerre hybride qui se déroule actuellement dans cette région. L'impact est donc surtout lié à la question de savoir jusqu'où les forces infiltrées pourraient être présentes actuellement à Taïwan. Mais évidemment, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire que cela s'était produit très rarement au cours des 10 dernières années. Pratiquement depuis 2015, il n'y avait pas eu de cas de cette ampleur, du moins pas détecté. Un autre sujet important aussi, c'est ce qui se passe entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Regardons cela en détail. La Russie et les États-Unis pourraient se retrouver à Pékin alors que la guerre énergétique continue. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé la visite de Vladimir Poutine en Chine au premier semestre. Cette visite aura lieu alors qu'une autre visite est également annoncée. Il n'est pas nécessairement prévu qu'ils se rencontrent en même temps. Ce serait difficile, mais ce serait énorme. Il y a aussi un message lancé d'ailleurs par Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie. La Russie, écoutons-le. Elle peut, sans aucun doute, compenser le manque de ressources qui est apparu aussi bien en République populaire de Chine que dans d'autres pays qui souhaitent travailler avec nous sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel. Et la Russie l'a déjà dit à plusieurs reprises. Le président a abordé ce sujet, même en ce qui concerne les plans des pays européens représentés par la Commission européenne de rompre complètement tout lien avec la Russie dans le domaine de l'énergie. Je fais référence à la fourniture de nos hydrocarbures avec la République populaire de Chine. Grâce à Dieu, nous avons toutes les possibilités, tant celles déjà utilisées que les capacités de réserve et les opportunités planifiées, pour ne pas dépendre de ce type d'aventures agressives qui sapent l'économie mondiale et le secteur énergétique mondial. Eh bien, cela fait partie de ce qui se passe en ce moment. C'est la réaction de Lavrov lui-même. Un énorme salut à Eliseo. Comment vas-tu? Super. Comment ça va, Antonio? Salut. Eh bien, à toutes les informations qui arrivent. Un grand merci à tous, ainsi qu'à toute la communauté qui arrive. Merci beaucoup. Passons à d'autres sujets également importants. Il y a une série de réactions qui se produisent en ce moment à cause d'eux. Donc toute cette idée que la Russie bloque, non pas des idées, mais des faits, qu'ils bloquent en ce moment Internet d'une manière incroyable. La Russie a franchi une étape de plus dans sa stratégie de censurer complètement Internet dans ce pays. Les VPN, qui sont les réseaux privés virtuels, sont des outils permettant de se connecter et de contourner, disons, les blocages imposés par le gouvernement.
Eh bien, en ce moment aussi. Elles sont bloquées, le gouvernement parvient à bloquer de nombreux services internes, il cesse simplement de fonctionner lorsqu'il détecte que l'utilisateur a un VPN actif parmi les services concernés. On trouve des plateformes comme l'écosystème numérique russe Yandex, Mail.ru et le réseau social VK. Des boutiques numériques comme Wildberries et Ozone ont également été impactées. Et C'est un coût au niveau de l'information, mais c'est aussi un coût porté à l'industrie numérique en Russie, c'est-à-dire les boutiques, etc. Tout cela rencontre un énorme problème. Le gouvernement russe, via le ministère du Développement numérique, l'a reconnu. Eh bien, cet objectif est de réduire l'utilisation du VPN parmi la population. La justification officielle indique que de nombreuses plateformes étrangères ne respectent pas les lois de sécurité ou antiterroristes imposées par Moscou. Mais en réalité, c'est le prétexte qu'ils utilisent pour bloquer complètement Internet, ou du moins l'Internet qui les dérange. Un autre sujet qui attire aussi mon attention, c'est ce qui se passe. Et cela continue d'affecter les différentes régions touchées par les incendies en Floride, où l'on parle déjà de milliers de personnes évacuées. C'est quelque chose dont nous vous parlons ici depuis un moment. Les risques liés aux incendies de forêt dans différentes zones de Floride. Allons dans le détail pour voir comment se présente cette affaire, comment évolue la situation. Et quelles sont les autres zones à risque d'incendie là-bas aux États-Unis? Passons au détail. C'est cette zone qui est actuellement signalée. Le feu se trouve dans le comté de Collier, une zone stratégique en raison de sa proximité avec des écosystèmes clés et des routes importantes comme LI-75. Jusqu'à présent, l'incendie a déjà consumé, on parle de centaines d'hectares. Il y a même des rapports qui évoquent déjà plus de 1000 hectares. Nous verrons quel sera le chiffre final, mais il y a déjà eu des ravages dans ces incendies. Elles sont assez étendues, non? Depuis plusieurs jours déjà, je vous ai expliqué comment ce méga incendie s'est déclenché. Il y a environ 2 mois, vous vous souvenez de cet incendie qui a touché 10 000 hectares? L'autoroute touchée traverse les Everglades, l'un des écosystèmes les plus fragiles et précieux des États-Unis. Mais le risque d'incendie est actuellement beaucoup plus étendu dans l'ouest. En fait, pour le sud-ouest du Mexique. Son nord-ouest plutôt, et tout l'est ont des probabilités importantes d'incendie, ainsi que l'Arizona, le Nouveau-Mexique et même déjà certaines zones du Texas. Le nord-ouest du Texas a une probabilité très élevée, mais pas extrême, d'incendie. Ce sont les conditions qui existent en raison du manque d'humidité dans ces régions. Curieusement, le nord-est, qui est habituellement sec, a connu des pluies et donc, dans cette zone, il y a une certaine diminution des probabilités d'incendie. Oui, mais comme je le dis, on le voit ici, non? C'est-à-dire vers Chihuahua et vers Zacatecas, Durango, etc. Le risque d'incendie devient déjà plus élevé. De même, un grand salut à toute la communauté qui nous regarde dans ces régions. Passons à d'autres sujets également importants. Sachez qu'il y a un avertissement de l'AIA. Selon ce que dit Raphaël Grossi lui-même. D'ailleurs, il vient de figurer parmi l'une des 100 personnes les plus influentes du monde. Cela dans une publication parue dans le magazine Time. Là, regardez bien, Raphaël Grossi figure parmi les personnes les plus influentes, l'une des 100 personnes les plus influentes de la planète. Il pense qu'il pourrait être celui qui renouvelle l'ONU, car l'ONU a beaucoup perdu de prestige. J'insiste. Où est Antonio Gutiérrez dans tout ce conflit? Au Liban, là-bas en Ukraine, sur la question de l'Iran en ce moment. Il devrait apparaître tous les jours et essayer de faire la paix, d'encourager le dialogue. Et absolument rien. Là-bas, le Pakistan ou Oman font des efforts, et l'ONU n'apparaît pas. Mais celle qui apparaît, c'est l'AIEA, dirigée par Raphaël Grossi, qui fait aussi partie de l'ONU. En tout cas, je pense que l'AIEA et aussi l'OMS ont été les plus actives, du moins celles qu'on voit, et pas vraiment l'ONU en tant que telle. L'OMM dans le domaine météorologique et des choses comme ça, qui publie aussi des rapports intéressants de temps en temps. Mais sur la question du risque nucléaire, Raphaël Grossi a lancé un avertissement qui me semble important.
C'était une mise en garde nécessaire à un certain moment, surtout parce que la situation évolue rapidement. Le programme nucléaire nord-coréen est en train de se transformer. Il est en pleine révolution. Attention, il ne parle plus seulement du programme iranien, mais aussi du programme nord-coréen. Un sujet que, quand on entend Donald Trump parler du problème nord-coréen avec les armes nucléaires qu'il possède là-bas, il ne s'adresse presque jamais à eux avec respect, n'est-ce pas? Il leur parle avec beaucoup de respect, mais ce n'est pas vraiment du respect, c'est de la peur, parce qu'au final, sinon, la Corée pourrait avoir beaucoup de problèmes économiques et tout ce que tu veux. Le fait d'avoir, certains disent 10, d'autres disent 20, on ne sait pas exactement combien d'armes nucléaires ils possèdent, mais cela a causé un vrai casse-tête aux États-Unis et à la région, au Japon aussi. La Chine même n'est pas très heureuse d'avoir une puissance nucléaire dans la région, même s'il est de son côté. L'AIEA, dirigée par Raphaël Grossi, affirme qu'ils ont confirmé que les activités nucléaires ont été activées et se sont étendues en Corée du Nord. Le chef de l'organisme affirme que les activités nucléaires nord-coréennes se sont fortement développées, conformément aux objectifs annoncés par Kim Jong-un, selon le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous avons confirmé que l'activité nucléaire a été activée et s'est considérablement étendue. Non seulement dans le réacteur de 5 MW, mais aussi dans les installations de stockage et de retraitement du combustible nucléaire usé, et le réacteur à eau légère de Jokbyong, également dans d'autres installations autour de la zone, déclare Grossi lors d'une conférence de presse. Il a fait cette déclaration en Corée du Sud, selon ce que rapporte le journal Seoul Sunlibo. C'est un journal sud-coréen ou de Corée du Sud, et ce qu'il dit essentiellement, c'est que le risque est plus élevé. Il y a d'importants développements concernant une expansion significative du programme nucléaire. On ne veut presque pas en parler. On ne veut presque pas aborder le sujet, mais évidemment, c'est un énorme problème. Pendant ce temps, Chevron, regardez ce qui se passe aux États-Unis, parce que Donald Trump dit que tout est déjà calme et que tout s'améliore. La question du pétrole semble aller dans le bon sens, même si d'ailleurs en ce moment, il est déjà en train de monter et les marchés asiatiques viennent d'ouvrir et le pétrole est déjà en hausse. Aujourd'hui, il a même atteint 94. Là, il est à 94,71, c'est-à-dire presque $95, mais au moins, il reste en dessous de 100, ce qui est positif. Tout à l'heure, ce soir, quand nous serons en direct avec Astrid ici, nous en parlerons bien. Comment ça se passe ? Mais le dirigeant de Chevron, Andy Walsh, a lancé un avertissement direct aux citoyens des États-Unis, leur demandant de réduire l'utilisation de la voiture. Face à la hausse des carburants ou aux problèmes avec les carburants, la recommandation reflète une réelle préoccupation d'un pétrolier, d'une marque comme Chevron. Que dit-il au marché de l'énergie ? Il faut dire aux utilisateurs, à ceux qui achètent de l'essence, on leur dit « allez-y doucement ». Le déclencheur serait le manque de carburant qui se produit en Asie, en Europe. Maintenant le baril de Brent a déjà atteint les... il a tourné autour des 100 et il continue de tourner autour des 100, étant à 94,71, c'est-à-dire $94,72. Tant que cela dure, ce que dit Andy Walsh me paraît intéressant. Ne pas dépenser plus que nécessaire serait idéal actuellement. L'impact est déjà tangible. Le prix moyen de l'essence est passé de 2,92 à 3,84 $ par gallon. Mais il y a des régions en Californie, par exemple, où l'essence a augmenté encore plus que cela. Oh, regardez, ici j'ai un message que m'envoie Bonilla, il me semble. Oui, c'est vrai. Bonilla, c'est ça. Celui-ci m'a été envoyé par Bonilla. C'est en Californie, à Oxnard, Californie. Et regardez combien coûte l'essence là-bas. On me l'a envoyé hier. Au fait, je lui passe le bonjour. $6 le gallon. Par rapport à la moyenne, qui est à 3,84 en Californie, du moins dans cette zone, chez Chevron précisément, c'est extrêmement cher. La conclusion de Chevron. La conclusion de ce dirigeant de Chevron, c'est l'économie d'énergie individuelle. Pour l'instant, ce n'est pas optionnel, mais c'est un outil immédiat qui peut aider à freiner la crise. Ce n'est pas une solution durable, mais à court terme, cela aide un peu. Le scénario est de ne pas générer d'inflation,
de ne pas créer un surcoût exagéré si l'on ne prend pas les précautions nécessaires. Un autre sujet attire également l'attention, et c'est l'un des thèmes qui prennent de plus en plus d'importance, à savoir la question de la technologie militaire. En ce moment même, les États-Unis auraient montré, le Pentagone montre une série d'essais hypersoniques qui, selon eux, vont changer l'équilibre militaire mondial. Selon le développement que revendique le Pentagone, le nouveau développement, les nouvelles technologies seraient axées sur le S. 20. O sea que Ne pas parcourir l'atmosphère à plus de 24 000 km/h, mais un outil pour minimiser le temps de réaction lors des conflits, c'est-à-dire si ces projets deviennent réalité. Est-ce que cela peut aider, freiner ou est tout cela? Eh bien, évidemment, ce développement ou cette option, mais c'est un outil immédiat qui pourrait générer une réaction immédiate à toute attaque en un temps record, n'est-ce pas? C'est-à-dire, imaginez parcourir 24 000 km en 1 heure autour d'un pays. C'est optionnel, mais c'est un outil immédiat qui pourrait, comme on dit, redéfinir la notion de vitesse dans le domaine militaire. Le temps de réaction dans les conflits. Il ne faut pas exagérer, il faut rester prudent. Ce n'est pas optionnel, mais c'est un outil immédiat avec un surcoût. Il faut rester vigilant. ellos son los que están haciendo este desarrollo. Je salue toute la communauté, Juan Antonio, Donald, Miranda, Beto, Carlos. Les sujets. Ce n'est pas optionnel, mais c'est un outil immédiat qui génère de longues discussions. Dans un instant. Merci de nous avoir accompagnés un moment, je vous retrouve plus tard. Je suis déjà là en train de discuter, du résumé exagéré. Prenez soin de vous. Hasta luego.